Bienvenue dans Sous la loupe. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fâche, l'obsolescence programmée. On va décortiquer ensemble cette logique du jetable et se demander si, enfin, les choses sont en train de changer. On a tous connu ça, hein. L'imprimante qui se bloque pile au moment où on a un document urgent à imprimer. Ou ce smartphone qui marchait si bien et qui se met à ramer juste après la dernière mise à jour. C'est rageant. Alors la question qu'on se pose, c'est ça. Cette panne, est-ce de la simple malchance ou le résultat d'une stratégie bien pensée, décidée il y a des années dans le bureau d'un PDG? Alors voilà le programme. On va d'abord plonger dans le côté obscur et démasquer les différents visages du gaspillage. Puis on regardera ce que ça nous coûte, vraiment. Et ensuite on passera du côté de la lumière. On verra la contre-attaque, comment l'économie est en train de se réinventer et surtout le pouvoir qu'on a entre les mains pour changer la donne. C'est parti. Bon, on entre dans le dur. Quand on parle d'obsolescence, on pense souvent à une seule chose, l'appareil qui tombe en panne, point. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a plusieurs stratégies, plusieurs visages pour nous faire racheter. Le premier visage, c'est le plus direct, le plus classique. C'est l'obsolescence technique. Vous voyez le genre, la petite pièce en plastique qui casse au bout de 2 ans, la batterie qui est impossible de changer parce qu'elle est collée, ou les fameuses cartouches d'imprimante qui se disent vides alors qu'il reste de l'encre. C'est la méthode de base la plus frontale. Ensuite, on a la version 2.0, l'arme numérique, l'obsolescence logicielle. Ah, celle-là, elle est sournoise. Le téléphone fonctionne parfaitement, et puis, hop, une petite mise à jour, et soudain, il devient d'une lenteur insupportable. Un hasard? Pas vraiment, non. Apple a même été condamné pour ça, pour avoir délibérément ralenti d'anciens iPhones. Ça rend un appareil en parfait état physique complètement dépassé. La troisième tactique est encore plus maligne, c'est l'obsolescence indirecte. Là, l'objet est en théorie réparable, sauf que dans la pratique, c'est un vrai parcours du combattant. Soit les pièces détachées sont introuvables, soit elles coûtent presque le prix du neuf. Et la conception de l'appareil, tout collé, tout clipsé, est faite pour décourager la personne la plus motivée. Et ça marche terriblement bien. Ce chiffre de l'ADEME le montre parfaitement. Dès que la réparation dépasse 1/3 du prix d'un produit neuf, on laisse tomber. Et franchement, difficile de nous en vouloir. Le calcul est vite fait. C'est un système qui nous pousse presque logiquement à jeter pour racheter. Et enfin, le quatrième visage, peut-être le plus puissant parce qu'il ne s'attaque pas à l'objet, mais à notre cerveau. C'est l'obsolescence psychologique. L'appareil marche nickel, mais le nouveau modèle vient de sortir avec un meilleur appareil photo, un design un peu différent, et soudain, le nôtre nous semble vieux. La pub et la pression sociale font le reste. Le résultat est dingue, 88% des Français changent de téléphone alors qu'il fonctionne encore. Toutes ces stratégies n'ont qu'un seul but, nous faire consommer toujours plus. Mais ce modèle du « j'extrais, je fabrique, je jette », il a un coût énorme qui ne figure sur aucune étiquette de prix. Accrochez-vous bien, plus de 90% de la perte de biodiversité et du stress sur nos réserves d'eau dans le monde sont directement liés à l'extraction et à la transformation des matières premières. Ça veut dire que chaque nouvel objet qu'on fabrique a déjà un impact écologique colossal avant même qu'on l'ait sorti de sa boîte. Et pour maintenir ce rythme de vie, il faut mobiliser entre 25 et 30 tonnes de matériaux, par personne et par an. C'est le poids de plusieurs éléphants, juste pour une personne. C'est une consommation de ressources qui est tout simplement insoutenable à l'échelle de la planète. Et bien sûr, cette surconsommation est profondément injuste. L'empreinte matérielle d'une personne dans un pays riche est plus de 13 fois supérieure à celle d'une personne dans un pays pauvre. Les conséquences de l'extraction des ressources, elles, sont souvent subies par ceux qui consomment le moins. Ok, le tableau est assez sombre, je vous l'accorde. On pourrait se sentir complètement impuissant face à ce système. Mais la bonne nouvelle, c'est que les lignes sont en train de bouger. La prise de conscience est là et la riposte s'organise. Alors, passons du côté des solutions. Face à ce modèle destructeur, plein d'initiatives concrètes émergent pour nous redonner le pouvoir. Le premier outil à notre disposition, c'est l'indice de réparabilité. C'est très simple, on repère l'étiquette en magasin, on regarde la note sur 10, plus elle est haute mieux c'est, et on choisit le produit le mieux noté. C'est un geste simple qui envoie un signal fort aux fabricants. On veut des produits qui durent. Cet indice s'inscrit dans un combat plus large, le droit à la réparation. C'est un mouvement qui se bat au niveau européen pour imposer aux fabricants plus de transparence. L'idée, c'est de les forcer à rendre les pièces détachées disponibles pendant des années et à fournir les manuels de réparation. La logique est imparable. Si on l'a acheté, on devrait avoir le droit de le réparer. Et la réparation, ce n'est pas qu'une affaire de loi.
c'est aussi une culture, du lien social. C'est tout l'esprit des Repair Café, des lieux où des bénévoles nous aident à réparer nos objets. On y vient avec son grille-pain cassé et on repart avec un savoir-faire, en ayant partagé un moment. Comme le dit Florent Delory, c'est un endroit qui révèle les talents de chacun. Toutes ces initiatives sont en fait le signe d'un changement beaucoup plus profond. On est peut-être en train de passer d'un modèle économique qui arrive au bout du rouleau à un nouveau paradigme. Voilà la différence. Le modèle linéaire, c'est une autoroute qui mène tout droit à la poubelle. Le modèle circulaire, lui, s'inspire de la nature où rien ne se perd. L'objectif n'est plus de jeter, mais de prolonger la vie des produits au maximum, par la réparation, la réutilisation et seulement en tout dernier recours, le recyclage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce modèle circulaire n'est pas qu'une utopie écolo. C'est aussi une stratégie économique hyper pertinente. Pour une entreprise, ça permet de sécuriser ses approvisionnements, de réduire ses coûts et de répondre à une demande de plus en plus forte pour des produits durables. On passe de la vente d'un produit à la vente d'un service. Le but n'est plus que le produit casse vite, mais au contraire qu'il dure le plus longtemps possible. Les lois, les mouvements citoyens, les entreprises qui changent de modèle, tout ça est essentiel. Mais au final, l'acteur le plus puissant dans cette transformation, c'est chacun d'entre nous, à travers nos choix de tous les jours. Chaque choix de consommation est en fait un vote. Choisir un produit bien noté, c'est envoyer un signal fort. Tenter de réparer un objet, c'est un petit acte de résistance. Acheter d'occasion, c'est casser le cycle du neuf. Chacun de ces gestes, multipliés par des millions, a le pouvoir de réorienter toute l'économie. On nous a toujours appris que l'innovation, c'était le toujours plus. Plus de fonctions, plus de puissance, un nouveau design chaque année. Mais si la véritable innovation, la plus grande avancée, c'était de créer un objet si bien conçu, si durable et si réparable qu'on n'aurait jamais besoin de le jeter. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est tout pour cette analyse. Si vous êtes d'accord ou si au contraire vous avez une contre-analyse, la conversation se passe juste en dessous. Pour ne pas manquer nos prochains décryptages passionnants, abonnez-vous maintenant. Et comme d'habitude, quel point particulier devrions-nous passer sous la loupe dans le prochain épisode? Dites-le moi.